Alors pour cette exposition plus spécifiquement, hein, ben, effectivement c'est un travail collaboratif qui s'est mis en place avec Terre des Sciences qui nous a apporté toute son expertise sur la médiation scientifique, le département de médecine nucléaire dont j'ai parlé tout à l'heure avec Françoise Créber-Baudéré et les différentes chercheurs et médecins qui sont membres de ce département, le CHU, l'ICO, l'université, l'INSERM, hein, qui nous a aidé aussi à la réalisation de l'ensemble de cette exposition et qui nous soutient dans la vie du GIP. Et puis donc le CRCNA et Subatec. Et grâce à l'ensemble de ces expertises, on a réussi à mettre en place cette exposition euh, que je trouve jolie, originale et qui j'espère plaira aux lycéens. Donc merci d'être présent et puis on va pouvoir passer effectivement aux deux conférences qui nous sont proposées. Bonsoir. Donc Clément Bay, je suis assistant hospitalier universitaire au CHU à Nantes, dans le service de médecine nucléaire. Moi, je vais vous faire une brève introduction sur effectivement le theranostic et la médecine nucléaire personnalisée, avec effectivement quelques applications tant en hématologie qu'en endocrinologie. Puis ensuite, Dr Rousseau vous présentera quelques exemples dans d'autres pathologies. Alors, je vais vraiment partir de la base. Effectivement, des choses que vous connaissez probablement déjà bien, mais des petits rappels, pour certains, ça fait toujours du bien. Avec, effectivement, au départ, en fait, la médecine nucléaire personnalisée, c'est assez récent, mais ça répond à une problématique qui était l'approche thérapeutique traditionnelle originale, où, en fait, tous les patients qui avaient effectivement le même tableau clinique recevaient le même traitement. Effectivement, ça marchait bien pour certains. D'autres, effectivement, ne répondaient pas. On était obligé d'aller sur un traitement B, puis potentiellement un traitement C, un traitement D, etc., etc. L'enchaînement des lignes, dû à une réponse variable de ces différents patients, effectivement, quand ça marche, c'est bien, mais induisait un nombre d'effets indésirables quand même assez significatif. Puisque cette approche peut marcher, mais elle oublie la base, qui est que chaque patient est unique. Vous le savez, sur des caractéristiques simples, comme l'âge, le sexe, le poids, mais aussi des caractéristiques un petit peu plus cachées, entre guillemets. Donc, ce sont les constantes biologiques, biochimiques, mais également les caractéristiques génétiques. Donc ça, c'est au niveau du patient. Mais il ne faut pas oublier que au niveau de la maladie, que ce soit un cancer ou une autre maladie, effectivement, chaque lésion a ses propres caractéristiques et potentiellement, chaque maladie, cancer, tumeur est également unique. On le sait, on en a de plus en plus la preuve. On peut avoir un tissu cancéreux qui vient du même tissu originel, il peut avoir des caractéristiques complètement distinctes et donc effectivement une réponse aux différentes thérapeutiques complètement différentes. C'est ça qui a amené effectivement le concept de médecine personnalisée où en gros, pour chaque patient, on essaie d'avoir la prise en charge la plus individualisée en fonction des caractéristiques du patient, mais également des caractéristiques maximum d'informations sur le patient, mais également sur sa pathologie pour avoir la carte d'identité complète du patient et de sa pathologie. Donc ça passe par des caractéristiques anatomiques, biologiques, génétiques, métaboliques. On essaie d'avoir le maximum d'informations pertinentes pour essayer de classer effectivement les patients, pour essayer de savoir s'ils vont répondre à un traitement. Et le test ultime, dans le cadre de la médecine personnalisée, c'est de se dire d'avoir un test qui est capable de sélectionner les seuls patients susceptibles de bénéficier d'un traitement spécifique. C'est le terme de test compagnon, que vous avez probablement déjà vu. En fait, ce test compagnon, il va aider à sélectionner les patients, effectivement, pour un traitement spécifique et de prédire la réponse uniquement à ce traitement. Ou de façon encore plus simple, pardon. À gauche, le test est négatif parce qu'effectivement, imaginons on est sur une population qui ne présente pas de cible, la maladie ne présente pas de cible, donc à ce moment-là, ça ne sert à rien d'aller sur un traitement. À droite, la cible est présente, le test sera donc positif dans le cadre d'un test compagnon, et ça vaut le coup d'aller jusqu'au traitement. Pendant très longtemps, ces informations, en fait, elles passaient forcément par une biopsie d'une lésion spécifique qui était analysée, et on essayait de regarder effectivement si oui ou non la lésion présentait les caractéristiques pour ensuite aller jusqu'au traitement. Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'aller forcément à la biopsie, on a la possibilité, via l'imagerie, d'explorer en une fois, via une méthode non invasive, l'imagerie encore une fois, l'ensemble des lésions
et de rechercher les caractéristiques particulières. Le theranostic, en fait, il vient de là. Le theranostic, il a été utilisé, en tout cas pour la première fois, en 2002 par John Fuchsenhauser, qui était le directeur d'une entreprise qui recherchait en fait, à développer des tests compagnons et qui a essayé, pour rendre ça un petit peu plus sexy, de combiner le mot diagnostic avec therapeutics pour faire theranostic et effectivement avoir un test diagnostique directement lié à un traitement spécifique. Ce terme un petit peu catchy a tout de suite plu au public, mais effectivement aussi aux autres équipes de chercheurs, médecins, etc. Pour aujourd'hui, si on rentre juste le mot theranostic, depuis 2002, vous voyez, il y a eu une explosion du nombre de publications qui utilisent uniquement ce terme. Mais uniquement ce terme, en fait, analogue à test compagnon. Et en fait, le John Fuchsenhauser, lui, il ne le voyait pas tout à fait comme ça. Lui, ce qu'il voyait, c'était plutôt dans une application en médecine nucléaire. Donc la médecine nucléaire, je suis obligé de faire une petite parenthèse, notre particularité, c'est effectivement le radiopharmaceutique. En fait, c'est une imagerie, la médecine nucléaire, qui, là aussi, se base sur une potentielle cible sur une lésion, sur lequel on va chercher un vecteur. Donc le vecteur, c'est une molécule que l'on connaît, qu'on va injecter au patient, qui va avoir une affinité sur cette cible. Donc la cible peut être un organe, une tumeur, une fonction, n'importe quoi. Et en fait, on va essayer de regarder comment se distribue le vecteur au niveau de l'organisme, comment il va se fixer aux différentes cibles. Et pour ça, comme le vecteur en lui-même, c'est un peu difficile de le voir tout seul, on y associe un radionucléide qui, via un rayonnement, alpha ou bêta+, nous permet de faire de l'imagerie, mais également potentiellement sur d'autres types de rayonnements, bêta- et gamma pardon, et bêta+ pour l'imagerie, bêta- et alpha pour la thérapie, donc effectivement de faire de la thérapie. Donc ça, c'est la médecine nucléaire. Et effectivement, en appliquant le principe du theranostic en médecine nucléaire, en fait, on peut avoir deux radiopharmaceutiques. La boule bleue représente à peu près le même vecteur, mais avec des radionucléides différents. Et ce qui fait que, en ayant un radiopharmaceutique qui permet d'abord de diagnostiquer une maladie spécifique, de voir si effectivement les cibles sont présentes sur les lésions, si elles sont présentes, on va pouvoir passer au deuxième radiopharmaceutique qui, lui, va traiter de façon spécifique les lésions sur lesquelles se sont fixés au départ le radiopharmaceutique pour faire de l'imagerie. Et en fait, la theranostic en médecine nucléaire, aujourd'hui, c'est ça, et c'était le sens princeps que voulait utiliser John Fuchsenhauser. Donc le theranostic, en fait, en faisant ça, répond à plein de questions en un seul examen. Donc localiser les lésions, regarder comment va se distribuer potentiellement l'agent thérapeutique qui nous intéresse, pour essayer de prédire ses effets positifs ou négatifs. À ce moment-là, donc, de sélectionner les patients susceptibles de répondre à cet agent thérapeutique, et aussi potentiellement déterminer la dose ou l'activité optimale à administrer pour ensuite évaluer sa réponse. Donc ça, c'est plein de choses qu'on peut faire, mais qu'on fait depuis, en fait, bien avant 2002. Donc là, l'iode 131, c'est un traitement qu'on utilise, l'irathérapie, dans le cancer thyroïdien, qui est en fait une des bases de la médecine nucléaire qui existe ici depuis un des premiers articles que l'on retrouve dans la littérature, 1946. Et en fait, l'iode 131 était déjà une application theranostique en médecine nucléaire, puisque avec cette molécule, on est capable de détecter les métastases de cancer thyroïdien, puisque l'iode, en fait, il est capté par les cellules thyroïdiennes pour produire des hormones, et on sait que le cancer thyroïdien, il va garder un petit peu cette utilisation de l'iode. Donc il va capter l'iode, et avec de l'iode radioactif, on va être capable, en un seul examen, de détecter ces localisations secondaires, et donc identifier les patients qui vont potentiellement répondre à cette iode, puisque l'iode 131 émet également un rayonnement capable de détruire. Donc vous avez ici en fait les images d'un patient qui a eu 5 images différentes avec donc ici plein de localisations secondaires, plein de métastases de son cancer thyroïdien qui au fur et à mesure des différents traitements se sont complètement nettoyés et le patient était complètement guéri au final. Donc là, effectivement, une application historique du theranostic, mais qui fonctionne effectivement depuis 1946. Alors, il y a eu d'autres applications, effectivement, depuis. Une qui était connue était dans le lymphome. Donc le lymphome, en fait, c'est un type de cancer qui touche les globules blancs.
Là, je vous ai représenté les différentes cellules qu'on peut avoir dans le sang. Les globules blancs sont ici à gauche. C'est ceux qui répondent effectivement quand on a une infection. Donc on a différents types de globules blancs qui sont tous en fait issus de cellules souches qu'on trouve dans la moelle osseuse. Et chez certains de ces globules blancs, au fur et à mesure de leur maturation, on peut avoir des anomalies qui apparaissent et c'est ça qui entraîne le lymphome. Les globules blancs étant partout dans l'organisme, le lymphome, on peut en avoir partout dans l'organisme. Et en fait, les cellules lymphomateuses vont garder des caractéristiques de ces cellules, en tout cas des étapes qu'elles ont passées au cours de leur maturation. Et donc exprimer certains récepteurs, là je vous en ai mis deux, le CD20 et le CD22, qui sont exprimés par certains globules blancs au cours de leur développement, qu'on ne retrouve pas dans la moelle osseuse, qu'on ne retrouve pas sur les cellules circulantes. Et du coup, les lymphomes issus de ces cellules vont garder l'expression de ces récepteurs. Et effectivement, on peut tout à fait les cibler pour faire des traitements. Donc il y en a un qui est utilisé en routine clinique, qui est le rituximab. Donc c'est un anticorps froid, c'est-à-dire qui n'a pas de radioactivité et qui a révolutionné le traitement du lymphome. Et ben, il y a deux équipes qui se sont dit, pourquoi pas l'utiliser, mais en y associant des molécules radioactives que sont l'yttrium 90 ou l'iode 131. L'iode 131 qu'on avait vu juste avant, qui donc effectivement vont nous permettre de faire du traitement. Et ça a très très bien marché puisqu'on avait un effet combiné du traitement dû à l'anticorps, mais également des rayonnements ionisants émis par l'yttrium 90 ou l'iode 131. Et donc là, ce qu'on voit sur le petit diagramme juste ici à droite, c'est que les patients qui étaient traités par Zévalin, donc c'est cette molécule avec de l'yttrium 90, présentaient beaucoup plus de réponses que les patients qui étaient traités par la molécule froide. Donc c'est une molécule qui marche très bien, mais on avait quand même plus de réponses en combinant les effets des rayonnements. Donc ici, on avait, comme vous pouvez le voir, 80% de réponses chez les patients avec beaucoup plus de réponses complètes que les patients qui étaient traités par la molécule froide. Et en plus, dans le but theranostique, on pouvait tout à fait avoir une idée de la dosimétrie, donc ce que je vous ai dit, estimer la dose nécessaire au patient, avec ici une imagerie au zirconium qui nous permettait de prédire en fait la dose nécessaire pour traiter. C'était sur le principe très très bien. En pratique, ça marchait également. Malheureusement, ça a été un échec commercial. Donc on peut retrouver plein d'explications à ça. Les principales étant, on avait un principe qui était souvent mal compris. C'est vrai, la médecine nucléaire est mal comprise. Et surtout, on nous demandait un niveau de coopération très élevé entre les différentes équipes médicales. Et à l'époque, ça manquait un petit peu. Bon. Heureusement, certaines équipes ne se sont pas arrêtées là, et notamment à Nantes, où on a continué avec, non pas le CD20, mais le CD22, qui ressemble un petit peu, qui permet d'avoir un ciblage différent du rituximab, qui était toujours marqué à l'yttrium 90. Donc je vous ai mis à droite, pour ceux que ça intéresse, trois papiers qui sont assez importants, et surtout une image en bas, avec un patient qui présentait, sa petite souris, une lésion qui est ici, la petite boule qu'on voit ici, qui était bien ciblée par la molécule en imagerie diagnostique. Et donc de là, on en a déduit la dose nécessaire pour le traitement. Et ce patient aujourd'hui est en rémission complète depuis 13 ans. Ça marche. Ça marche dans les hémopathies. Après, là encore une fois, peu de visibilité. On en a fait un peu à Nantes, mais on en trouve peu dans les autres équipes en routine clinique. A contrario de ce traitement-là, en fait, les tumeurs neuroendocrines, effectivement, c'est des tumeurs un peu particulières, vues par les endocrinologues et par les gastro-entérologues. Donc le système neuroendocrinien, il faut savoir que c'est des petites cellules qui sont dispersées un peu partout dans l'organisme, c'est un peu compliqué. Elles s'apparentent un petit peu aux neurones, mais elles produisent des hormones qui vont contrôler de nombreuses fonctions, comme la respiration, la digestion, etc. Et ce qui fait que, effectivement, quand elles mutent, et effectivement on peut avoir des cancers qui se développent, elles peuvent là encore être dispersées un peu partout. Et certaines de ces cellules vont garder des récepteurs qu'on appelle les récepteurs de la somatostatine. Ça dépasse largement le cadre de cette présentation. Juste savoir que ces petits récepteurs, en fait, on peut là encore les cibler pour faire de l'imagerie, mais également pour faire de la thérapie, avec ici un patient qu'on voit sur différents clichés. Donc à chaque fois, c'est le même patient qu'on a vu en cliché antérieur et postérieur,
Et tous les petits points que vous voyez là, c'est à chaque fois des lésions secondaires qui, au fur et à mesure des différents traitements, se sont nettoyées complètement. Et donc là encore, on a réussi à nettoyer complètement le patient. Donc là, ça marche toujours, cette application theranostique. Et cette fois, pour le coup, on a une meilleure visibilité au niveau de nos collègues des autres spécialités, et notamment via cette étude qui montre en fait la réponse des patients avec, petit spoil, la réponse des patients avec effectivement les patients qui étaient traités par un traitement habituel et ceux qui étaient traités ici par la molécule. Et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup plus de patients ici qui ne représentaient pas de récidive de leur maladie et qui survivaient plus longtemps. Et donc effectivement, ceci, vous en avez peut-être entendu parler via cette nouvelle, puisque la société 3A qui a produit effectivement cette molécule a été rachetée 3,3 milliards par Novartis. La preuve que on tient quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, on a un peu l'impression que le theranostic, même si nous on en fait depuis, on connaît cette application depuis un moment, effectivement aujourd'hui il y a un vrai regain pour le theranostic. Ça attire beaucoup d'argent, donc je trouvais ça sur internet, je trouvais ça original. On a un plan d'une banque suisse qui nous dit que le Terradiag, donc au final un autre mot pour dire theranostic, est un plan économique intéressant. Je trouve effectivement sur deux choses. Et pourquoi aujourd'hui tant d'attrait sur le theranostic? Tout simplement parce que l'imagerie moléculaire, de par effectivement des partenariats avec effectivement différents centres, que ce soit les centres comme le CHU, l'ICO, mais également Aronax, ces coopérations nous permettent effectivement de développer de nouvelles cibles, mais également une approche sur la thérapie guidée par l'image qui est beaucoup plus effectivement aboutie que ce qu'on pouvait avoir avec au départ le Zévalin par exemple. Donc, c'était quelques exemples que je voulais vous montrer pour vous dire que effectivement ça marche. Et Caroline Rousseau va vous présenter effectivement deux autres applications dans le cancer du sein et le cancer de la prostate qui, elles, ont justement illustrent cet aboutissement.